un soi-disant génocide de la population ouïghour en Chine. Alors comme je disais, la population a plus que doublé en 40 ans, je crois. On peut avoir un scandale alimentaire en Chine où on se retrouve avec le directeur d'une entreprise et puis le chef de gouvernement local qui sont tous les deux exécutés. C'est un peu le sens de mon ouvrage. C'est pas de peindre un tableau idyllique de la Chine, mais c'est juste de dire aux gens, c'est pas ce qu'on nous raconte dans les médias. Et puis, même si vous m'écoutez pas moi, venez voir par vous-même, vous verrez que ça n'a souvent rien à voir avec ce que vous lisez dans les journaux. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Michelon. Bonjour Laurent. Bonjour Kate, merci de m'inviter. Merci à vous. Alors, je vais rappeler qui vous êtes. Vous êtes diplômé de Sciences Po et de l'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes un ancien diplomate et vous êtes un entrepreneur qui vit en Chine depuis plus de 20 ans. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre livre « Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente contre l'hégémon isolé », publié en fin d'année 2024 dans une version augmentée chez The Book Edition. Alors, merci d'avoir accepté vraiment notre invitation. Parce que ce qui est intéressant de parler avec vous et d'aborder, c'est surtout votre analyse en tant que Français établi en Chine depuis plusieurs décennies maintenant, et de s'apercevoir que le narratif dépeint dans votre livre est à l'opposé de ce qui nous est décrit de manière continue ici en Occident. Alors moi, ma première question déjà, c'est de vous demander un mot sur ce sous-titre que vous avez utilisé. Pourquoi nous parler de la réticence de la Chine en opposition à l'isolement des États-Unis? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots avant d'entrer dans le cœur du sujet? Oui, on va essayer. La superpuissance réticente, c'est donc la Chine, puisque on voit que depuis ces 3 décennies de développement économique que l'Occident a toujours qualifié d'insolent. On parlait toujours de croissance économique insolente de la Chine. Déjà rien que ça, le vocabulaire, on voit un petit peu l'état d'esprit. Et effectivement, la Chine est devenue une superpuissance économique d'abord, et puis avec le poids de l'économie, elle est devenue une superpuissance diplomatique. Et maintenant, on voit qu'elle commence à se développer du côté militaire. Donc, ça devient vraiment une superpuissance quasiment à égal avec les États-Unis, quasiment à égal avec la Russie. Et pourquoi réticente? C'est parce que c'est un rôle qui est nouveau pour elle d'être une puissance diplomatique. Pas une puissance économique parce qu'elle l'était déjà, il faut bien le rappeler, au XVIIe, au XVIIIe siècle, avant les guerres de l'opium et les traités inégaux. La Chine était la première puissance économique de l'époque. Donc on va dire c'est un retour à une position qu'elle connaît déjà. Mais effectivement, le volet diplomatique et le volet, on va dire, militaire, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'elle est réticente, parce que d'abord, c'est un positionnement nouveau. Et deuxièmement, comme je l'explique dans la deuxième partie de mon bouquin, c'est en fait c'est un positionnement qui est très, on va dire, antinaturel pour la Chine d'être au numéro 1, sur la place de numéro 1, parce que c'est un positionnement qui l'expose en fait à beaucoup de dangers, et notamment on le voit actuellement à des provocations, des sanctions de la part de l'ancien ou l'actuel ou l'ancien numéro 1 sur la place que sont les États-Unis, et dont depuis la doctrine Wolfowitz en 1992, les États-Unis disent clairement que leur objectif numéro 1 est d'empêcher l'émergence d'un nouveau numéro 1 sur l'échiquier mondial. Donc là, voilà, ça c'est pour la superpuissance réticente. La Chine on va dire, hésite à prendre toute la place à laquelle elle a droit, de par son poids économique et diplomatique. Et de l'autre côté, les gémons isolés, ce sont ce que j'appelle les gémons isolés, c'est cette espèce d'amalgame de ce qui était des États-nations, mais qui ne le sont plus, que sont les États-Unis, l'Angleterre et l'Union européenne, qui sont dans une espèce de grand amalgame qu'on appelle le milliard doré. Donc, point de vue économique, c'est vrai que l'Occident a été particulièrement privilégié par rapport aux 7 autres milliards d'humains sur la planète depuis une soixantaine d'années. Mais c'est une époque qui est en train d'être révolue, et on le voit de plus en plus, notamment avec l'arrivée de Trump au pouvoir, où il y a une volonté
d'isolationnisme des États-Unis. Alors ils renoncent pas à l'hégémonisme, ils renoncent pas au protectionnisme, mais on va dire que de par leur positionnement qui est vraiment extrême sur la place internationale, ils sont de facto en train de s'isoler, même si ça n'est pas leur objectif ultime de s'isoler. Au contraire, ils veulent continuer de dominer l'Occident et probablement le reste du monde, mais leur protectionnisme actuel fait que dans un contexte de multipolarisation des relations internationales, effectivement, les États-Unis et l'hégémon anglo-américain, on va dire, est en train de s'isoler. Alors la Chine devient vraisemblablement et sans conteste une superpuissance économique, diplomatique, vous le dites même militaire. Comment expliquer son ascension? Sur quelle base et sur quel fondement s'est-elle construite cette ascension? Alors d'abord, la Chine contemporaine, elle est née en 1949 avec la prise de pouvoir du Parti communiste après des décennies de guerre civile en Chine contre ce qu'on appelle le camp nationaliste, qui est en fait tout sauf nationaliste puisqu'ils étaient sous tutelle américaine et en fait assez anti-chinois. Donc le camp nationaliste a perdu contre le Parti communiste. Le Parti communiste a lutté contre deux ennemis en même temps. Un ennemi interne, donc qui était ce camp nationaliste de Chiang Kai-shek, le Kuomintang que tout le monde connaît, et également les Japonais, puisqu'il faut se rappeler que depuis le début des années 30, le Japon avait envahi d'abord la Chine et ensuite le reste de l'Asie, et que ça s'est arrêté en 1945 avec la défaite du Japon à la Seconde Guerre mondiale. Donc à partir de 1949, fin de la guerre civile en Chine, le Parti communiste prend le pouvoir, et là on part sur, on va dire, jusqu'en 1978, sur une situation très difficile. La Chine a traversé des épreuves très dures, dont plus personne ne parle maintenant parce que les médias occidentaux préfèrent se concentrer sur les problèmes de la Chine qui permettent de critiquer la Chine plutôt que de regarder les problèmes qu'a affronté la Chine de 1949 à 1978 pour sortir de 150 ans de ce qu'elle appelle le siècle d'humiliation. À l'époque, on parlait de la Chine comme étant l'homme malade de l'Asie. Donc le Parti communiste a remis la Chine sur pied, et à partir de 1978, il y a une nouvelle direction qui a été donnée par le Parti communiste, qui était en fait le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui une économie socialiste de marché aux caractéristiques chinoises. Donc c'est trois concepts en un. C'est un pays socialiste qui a une économie de marché, mais ça ne fait pas de la Chine un pays capitaliste, et aux caractéristiques chinoises parce que il y a on va dire la Chine apporte toujours une très très forte importance à sa philosophie historique, à sa culture, qui est le confucianisme. Et donc on voit qu'il y a vraiment trois concepts qui sont intégrés en un. Alors c'est par définition étant à spécificité chinoise, c'est pas un modèle pour le monde, mais ce que la Chine explique au reste du Sud global, les 7 milliards de personnes qui ne font pas partie de l'Occident, c'est de leur dire, mais chaque pays, en fait, peut développer son propre modèle de développement économique basé sur ses spécificités à lui. Donc, on voit qu'elle ne se positionne pas comme un modèle. Par contre, ce qu'elle positionne comme un modèle, c'est le fait que chaque pays souverain doit avoir un modèle de développement économique et social qui lui convient. Voilà. Ça, c'est vraiment le contraire, en fait, de ce que prône, la démocratie libérale que prône l'hégémon anglo-américain. Donc, pour revenir à l'aspect économique, 1978, début des réformes économiques lancées par Deng Xiaoping. Et là, la Chine est devenue ce qu'on appelle communément l'atelier du monde, puisque poussé par l'appât du gain, la totalité des entreprises, des grandes corporations occidentales se sont délocalisées en Chine, jusqu'aux PME qui sont partis en Chine pour profiter d'une main d'œuvre pas chère, d'infrastructures qui étaient vraiment compétitives par rapport au reste des pays en sous-développement. Et voilà, donc la classe, on va dire la bourgeoisie occidentale s'est enrichie de façon qu'elle n'aurait pas pu imaginer sans la Chine. C'est pas quelque chose qui aurait pu être répliqué dans un pays comme l'Inde ou même dans un pays comme l'Indonésie. C'est vraiment, il y a eu une conjonction de facteurs qui ont fait que la Chine a pu se hisser à ce niveau-là et vraiment accaparer toute la production du monde. Et c'est ce qui maintenant lui est reproché. On lui reproche absolument tout. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui lui est reproché, c'est exactement les conséquences de la délocalisation
des firmes occidentales en Chine. Quand on dit la Chine est un pays pollué qui ne fait rien pour l'environnement, il faut bien savoir que c'est l'Occident qui a délocalisé toutes ces usines polluantes vers la Chine. Donc et après accuser la Chine de polluer, c'est un petit peu malhonnête. Mais on voit si on analyse tous les reproches qui sont faits à la Chine, ce sont souvent en fait les conséquences des actions de son interaction avec l'Occident en fait. Alors c'est très juste ce que vous dites parce que finalement quand on évoque le problème de la délocalisation, cette délocalisation elle a effectivement profité grandement aux grandes firmes internationales, donc c'était un peu du donnant-donnant et puis après retour de bâton pour la Chine en tout cas. Vous évoquez la diabolisation de ce pays. Alors, on voit bien que l'ascension de la Chine sur l'échiquier mondial est là, est présente. Et en même temps, donc, il y a une diabolisation. Moi, j'aimerais comprendre quand elle a commencé exactement. Et il y a une phrase que je vais citer de votre livre et vous allez nous expliquer cette expression. Vous nous dites, je vous cite, les néoconservateurs anglo-américains, toujours prompts à l'inversion accusatoire, caricaturent volontiers cette diplomatie chinoise de diplomatie du loup de guerre. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie du loup de guerre? Et ensuite nous dire quand la diabolisation a débuté. Alors la diplomatie du loup de guerre, c'est un concept qui est apparu enfin pas un concept, il y a une expression qui est apparue il y a 7 ou 8 ans, je crois. Et en fait, c'était une référence à un film chinois, un film d'action chinois, qui montrait justement des forces spéciales chinoises dans un pays d'Afrique ou du Moyen-Orient qui allaient récupérer des otages. Donc voilà, c'était un peu un film hollywoodien tourné en langage chinois. Et ça s'appelait les loups de guerre. Et en fait, ce titre de film a été collé sur la diplomatie chinoise à partir du moment où la diplomatie chinoise a commencé à répondre en fait aux attaques et aux provocations et à la diabolisation dont la Chine est victime depuis la fin des années 80 environ. Donc c'est-à-dire que pendant des années la Chine était souvent accusée la plupart du temps à tort et à travers, mais elle ne répondait jamais directement à ces attaques, elle ne se défendait même pas. Et donc les médias occidentaux principalement et puis la classe oligarchique occidentale avait pris l'habitude en fait de pouvoir lancer toute une série d'accusations souvent sans fondement dans les journaux ce qui faisait que le lectorat occidental prenait tout ça pour argent comptant puisque la Chine ne se défendait pas publiquement. Et donc à partir il y a 7 ou 8 ans, une certaine partie de la diplomatie chinoise, c'est quelques diplomates basés notamment en France, aux États-Unis, qui ont commencé à répondre assez vertement à ces attaques. Et donc, c'est exactement, en fait, c'est une illustration dans le champ, on va dire, médiatique de la provocation que cherche à provoquer, de la réaction que cherche à provoquer l'hégémon anglo-américain contre les Chinois. C'est-à-dire que sur toutes les questions géopolitiques, on voit des attaques, des provocations qui vont être en mer de Chine du Sud, qui vont être à l'OMC, qui vont être vraiment dans tous les champs. C'est vraiment une guerre hybride, comme on dit. Et en fait, ce que l'hégémon anglo-américain cherche à faire, c'est à provoquer une réaction violente de la Chine qui peut ensuite être relabellisée comme étant une attaque de la Chine. Voilà. Et en fait, on le voit dans le champ médiatique où dès que la Chine commence à répondre, donc ça n'est que verbalement, on dit ça y est, c'est la diplomatie du loup de guerre. C'est très agressif, c'est fait pour faire peur. Donc on rappelle toujours le concept du péril jaune. C'est à tout ça que ça nous ramène. Donc voilà, ça c'est pour la diplomatie des loups de guerre. Donc c'était vraiment un label occidental parce que les diplomates et les médias occidentaux n'aiment pas que les Chinois leur répondent. Voilà, c'est une attitude un petit peu condescendante. De l'autre côté, c'est la deuxième partie de la question, c'était sur. Alors la deuxième partie, c'était quand la diabolisation a débuté, mais je pense que vous l'avez dit vers la fin des années 80, il me semble, c'est ce que j'ai entendu. La fin des années 80, voilà, et on voit en fait avec la première, la tentative de révolution de couleur qui est ce qu'on appelle l'affaire de Tiananmen. Ce qu'on dit dans les médias occidentaux, on appelle ça le massacre de Tiananmen, alors qui est une vaste opération de révolution de couleur, qui a commencé effectivement par une espèce de mouvement social qui a dégénéré justement comme dans toutes les révolutions de couleur par l'intervention d'agents
étrangers du chaos, les médias occidentaux qui se sont mis derrière et qui ont vraiment jeté de l'huile sur le feu. Et effectivement, ça a donné lieu à un certain nombre de victimes, pas sur la place Tiananmen non plus, mais comme on voit dans toutes les révolutions de couleur, il faut toujours qu'il y ait une couleur qui soit attribuée et qu'il y ait une grande place qui soit attribuée. Le Maïdan, on se rappelle toutes les révolutions de couleur, ça commence toujours sur une place et puis il y a une couleur qui est attribuée. Ça, c'est pour que les gens s'en rappellent. Mais donc, pour le coup de Tiananmen, il n'y a pas eu ce massacre sur la place Tiananmen dont on nous parle avec des milliers de victimes comme on nous dit. C'est quelque chose qui a été largement exagéré et il y a eu des victimes des deux côtés. C'est vrai qu'il y a eu des heurts entre la police et la population et il y a eu des morts, énormément de morts des deux côtés. Mais ça se compte en quelques centaines de personnes. Alors, c'est toujours aussi grave que des milliers. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette constante dans les médias d'exagérer une surenchère pour vraiment rendre le crime horrible et impardonnable ad vitam aeternam. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est pas juste en Chine. Voilà. Mais donc voilà, c'est à partir des années 80, 90 que la Chine a été constamment diabolisée, en commençant par Tiananmen, et puis ensuite sur le Tibet. On se rappelle de Brad Pitt, on se rappelle de Richard Gere, tous ces films un peu niais sur le Tibet, avec cette adoration béate pour le Dalai Lama, dont on pourrait dire beaucoup de choses. Il y a ensuite ça a été le Xinjiang, et puis Taïwan, et puis Hong Kong. Et donc voilà, c'est vraiment une diabolisation permanente qui est faite de façon de plus en plus grossière. Les ficelles commencent vraiment à se voir. Mais ce qui est recherché, et ça a failli réussir à Tiananmen en 89 et à Hong Kong en 2019-2020, et puis le Xinjiang également, la Chine a failli perdre le contrôle de partie de son territoire, ou même ça a failli renverser un gouvernement. Et la Chine, à chaque fois qu'elle réagit, c'était dans les médias occidentaux dépeint comme une attaque contre la démocratie, une attaque contre les droits de l'homme, une boucherie ou des choses comme ça. Donc on voit vraiment le narratif, j'aime pas du tout ce mot-là, c'est un anglicisme, on va dire le récit habituel des médias occidentaux qui est de diaboliser pour provoquer une réaction qui va être télégénique, qui va être perçue comme agressive, et ensuite montrer que la Chine est une puissance revancharde, expansionniste ou des choses comme ça. Et c'est tout le principe aussi de la guerre hybride et insidieuse quelque part. Alors vous dites que, pour continuer sur cette diabolisation, elle passe également par des campagnes de dénigrement et menées notamment par les médias occidentaux qui sont, je vous cite, aux mains d'une clique puissante composée des acteurs du complexe militaro-industriel, énergétique et pharmaceutique. Et vous ajoutez, alors ça c'est peut-être le point le plus important, la crainte suprême, je vous cite, la crainte suprême de l'hégémon contre laquelle il lutte depuis 1945 est de ne pouvoir empêcher le rapprochement et la collaboration étroite de l'Europe, de la civilisation russe, de l'Asie centrale et de la civilisation chinoise. Cet ensemble de nations-civilisations regroupe une même masse continentale, des ressources énergétiques abondantes, des marchés prospères servant de débouchés aux biens manufacturés et aux matières premières et une abondance de cerveaux nécessaires à l'innovation. Exact. Donc là, c'est en fait une critique en fait des théories de la géopolitique anglo-saxonne depuis le début du XXe siècle, que sont les analyses de Speakman et de Mackinder sur le Rhineland, le Heartland. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est expliqué dans mon livre, mais c'est pour expliquer vraiment que l'objectif en fait depuis longtemps, même ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale, de l'hégémon anglo-américain. Il faut bien voir que toutes ces puissances anglo-américaines, anglo-saxonnes qui on va dire qui mettent à feu à sang le Moyen-Orient, qui ont colonisé l'Inde, qui ont colonisé la Chine, le Japon, la Corée, des endroits comme ça. C'est toujours, en fait, ce sont des îles. Si on regarde une map monde, on voit qu'il y a l'Eurasie, en fait, la masse terrestre eurasiatique qui va du Portugal jusqu'à la Chine. Et puis il y a ces puissances thalassocratiques que sont l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, et qui en fait règnent sur les mers. Et les théoriciens de géopolitique anglo-américains, anglo-saxons, ont toujours théorisé le fait qu'en fait, pour contrôler le monde, il fallait contrôler cette masse terrestre eurasiatique. Donc, c'était un qui disait qu'il fallait contrôler le Rhineland, c'est-à-dire toute la bordure maritime de cette masse terrestre. L'autre qui dit qu'il faut contrôler plutôt le Heartland, alors c'était l'Europe de l'Est et puis la Russie. Bon, toujours est-il que
ce qu'il faut empêcher à tout prix, c'est que sur cette masse terrestre eurasiatique, il y ait une concorde entre les peuples, en fait. Si, et c'est ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui, quand on fait exploser Nord Stream, quel que soit le coupable, c'est bien pour déconnecter l'Europe de l'Ouest de la Russie. Et quand Kissinger semait le trouble, la discorde entre la Russie et la Chine, c'était bien aussi pour que ces deux peuples ne s'entendent pas. Et jusqu'à Brzezinski qui disait dans les années 70 que le plus grand cauchemar des États-Unis serait que la Chine, la Russie et l'Iran s'entendent. Bon, on voit que c'est exactement ce à quoi a réussi à faire l'administration Biden. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je disais dans cette phrase-là, c'était que si on se concentrait sur une bonne relation entre l'Europe de l'Ouest, et moi ce qui m'intéresse c'est la France avant tout, entre la France, la Russie et la Chine, ce que nous avons, c'est ça qu'il faut voir, c'est que la France est un des rares pays européens qui a historiquement, ou en tout cas depuis le général de Gaulle, et même avant pour la Russie, une excellente relation avec la Russie et la Chine. Le général de Gaulle a été le premier chef d'État occidental à reconnaître la Chine il l'a reconnu en 64. Après une longue bataille contre l'Angleterre et les États-Unis qui ont essayé de l'empêcher depuis 1958 de régulariser la relation diplomatique avec la Chine. Et donc, si effectivement il y avait une entente culturelle, économique et politique entre la France, la Russie et la Chine, ça rendrait en fait les États-Unis redeviendraient une île, une grande île certes, très puissante, mais ça resterait une île dont le reste du monde pourrait se passer. Puisque, comme je dis, effectivement, en Eurasie, sur le continent eurasiatique, on a tout. On a les ressources, on a la masse de la population pour absorber tous les biens manufacturés, et on a les cerveaux pour innover. Donc, c'est contre ça que se bat en fait l'hégémon anglo-américain. C'est un concurrent qui les relèguerait immédiatement à un rôle très secondaire. Alors je fais juste une petite parenthèse parce que au moment où on enregistre cet entretien, donc on est en plein dans les pourparlers pour une paix, en tout cas pour un arrêt de la guerre en Ukraine, donc des pourparlers qui ont lieu entre les États-Unis et la Russie. Et donc hier j'écoutais comme ça vous savez, tous les journalistes de plateau sont spécialistes, ils sont tous des spécialistes de la question, et l'une d'entre elles disait que justement ce qui est à craindre, enfin c'est pas ce qui est à craindre, c'est en fait on va dire que la position de Trump de se rapprocher de la Russie, donc c'est ce qu'elle disait, cette position de se rapprocher de la Russie, c'est une manière de détenir ensemble les pôles, donc elle parlait du pôle Nord et du pôle Sud, pour écarter la Chine et ainsi accroître leur surpuissance sur le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a interpellée en fait cette réflexion, et elle revenait à une citation de Kennedy qui disait que qui détient les pôles détient les mondes. Là, je fais vraiment une parenthèse, mais comme on parlait de la Chine, elle parlait de la Chine, donc. Non, mais c'est intéressant parce que c'est tout à fait relié à cette théorie de Speakman et Mackinder sur effectivement le contrôle de points de goulot d'étranglement en fait. Et c'est là qu'on voit l'intérêt des États-Unis pour le canal de Panama, pour le Moyen-Orient parce qu'effectivement c'est le canal de Suez, et puis pour le Groenland parce que effectivement c'est la route maritime du Nord. Donc c'est la même, enfin c'est la continuité en fait de cette géopolitique des goulots d'étranglement. On voit la présence américaine en Asie du Sud-Est parce que le détroit de Malacca c'est presque la moitié du commerce mondial qui passe par le détroit de Malacca. Or il y a Singapour qui est un allié américain. Donc effectivement les États-Unis essaient d'accroître. C'est pour ça qu'il faut pas parler d'isolationnisme américain parce qu'au contraire ils sont en train d'étendre leur influence sur le reste du monde. Et effectivement là, Trump est en train de basculer. On est passé dans l'administration Biden qui était russophobe. Là, on va passer sur, on le voit d'ailleurs avec les conseillers qu'il a mis en poste. On passe sur une administration qui est sinophobe. Mais ça, c'est un balancier qui a lieu depuis très longtemps. Comme je disais, on a commencé avec la Chine en 1989, puis ensuite ça a été la Russie, puis c'est revenu à la Chine, puis il repasse à la Russie. Et en fait, c'est cet effet de balancier, en fait, où c'est deux ennemis idéologiques, mais ils n'arrivent pas à en détrôner un. Et en fait, l'idée, c'est on fait tomber la Russie d'abord, et puis ensuite la Chine tombera toute seule, ou vice versa. Et à chaque fois, ils échouent. Et c'est en fait ce qui explique en fait c'est pas une alliance, mais c'est ce partenariat entre la Chine et la Russie, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en fait sur le menu tous les deux
Alors il y en a un, c'est l'entrée, l'autre plat de résistance, on sait pas, mais enfin de toute façon, on sait que l'objectif c'est que tous les deux soient dévorés et puis qu'ils soient transformés en démocratie libérale soumise à l'hégémon anglo-américain. Donc il y a eu vraiment un effet de balancier pendant très longtemps, qui a eu l'effet, on va dire, salvateur, que la Chine et la Russie, qui ne sont pas des nations amies naturellement, hein, il faut bien voir qu'elles ont été, il y a eu des escarmouches frontalières militaires. Il y a eu un grand jeu géopolitique en Asie entre la Chine contre la Russie. On pense au Vietnam, on pense au Cambodge, on pense à des pays comme ça. Et ils ont réussi à surmonter ces difficultés, notamment parce que l'hégémon anglo-américain était d'une telle brutalité envers les deux et de façon tellement évidente qu'ils se sont dit, mais de toute façon, si on se regroupe pas, il y en a un des deux qui va tomber et l'autre suivra derrière. Donc voilà, c'est effectivement l'administration Trump là change de cap. Alors c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut expliquer qu'il faut rapidement régler la question ukrainienne, plutôt s'en débarrasser en fait, mettre ça dans les bras de l'Union européenne pour pouvoir se concentrer. C'est pareil hein, quand on parle de la USAID qui se fait pour l'instant, on va dire gelée et on enlève tout ce qui est gaspillage, gabegie, tout ça. Mais c'est pas pour faire disparaître USAID. C'est un réseau d'espionnage et un réseau d'influence mondiale depuis les années 70, sur les années 60, pardon. Ils vont pas s'en débarrasser. Ils vont le recentrer et ils vont le recentrer contre la Chine. Donc effectivement, il faut bien avoir à l'esprit que il n'y a pas un recentrage des États-Unis sur eux-mêmes. Ça, c'est ce que Trump disait pendant sa campagne. Maintenant, on voit ce qui se passe. C'est un changement de cap. On passe de la Russie à la Chine. Et moi, j'ajouterais juste un point que j'aime bien, sur lequel j'aime bien insister, c'est qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amis. Voilà, ce que les gens ont tendance à croire, mais c'est de la géopolitique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, les pays et les chefs d'État ne sont pas forcément amis. Ils cherchent avant tout leur propre intérêt. Voilà. Et, on va parler des nouvelles routes de la soie parce que ça, c'est très important. Pourquoi elle constitue un enjeu majeur de surpuissance économique pour la Chine et donc une crainte considérable pour l'hégémon anglo-américain? Ah oui, effectivement, c'est une question très importante pour la Chine parce que, comme on disait tout à l'heure, la Chine a eu 30 à 40 ans de développement économique débridé, insolent, comme on dit dans les médias en France. Et donc, la Chine, il n'y a pas que les sociétés occidentales qui se sont enrichies, mais également la Chine, puisque évidemment c'était la Chine qui travaillait. Donc la Chine s'est énormément enrichie par cette collaboration avec l'Occident. Sauf que cette collaboration arrivait à terme parce que la Chine n'a cessé depuis 1978 de progresser sur le type de biens manufacturiers qu'elle pouvait faire. C'est-à-dire qu'au départ, on connaissait la Chine pour des jouets, pour des vêtements, pour des produits électriques, électroniques de basse qualité. Mais très rapidement, la Chine est montée à un niveau où elle est maintenant capable de concurrencer et même de dépasser les entreprises occidentales. Et ça a toujours été le plan de la Chine. C'est-à-dire que la Chine n'avait pas l'intention de rester l'atelier du monde à bas prix et qui faisait que la plupart des marges étaient absorbées par les sociétés occidentales. La Chine a voulu garder le fruit de son travail. Et donc, depuis une quinzaine d'années, il y a eu un plan qui avait été promulgué par le gouvernement chinois qui disait, mais l'objectif, c'est de devenir une puissance industrielle de premier plan. Les brevets, nous allons les remettre en cause, hein, puisque les standards industriels occidentaux, nous allons aussi les remettre en cause parce qu'ils ont été designés, ils ont été créés pour le bien de l'Occident, mais ça n'est pas bon pour le reste du monde. Donc la Chine est vraiment en train on va dire, de tout remettre à plat en disant, mais ce système qu'on a hérité de la Deuxième Guerre mondiale, les institutions de Bretton Woods, les standards industriels, des choses comme ça, c'est toutes des choses qui sont au bénéfice des pays occidentaux, mais pas du reste du monde. Donc là, comme la Chine est arrivée à un certain niveau de développement, elle est en train de tout remettre à plat, ce qui cause évidemment beaucoup d'inquiétudes aux États-Unis et en Europe. Et ce qu'il faut voir, c'est que la Chine maintenant a l'intention d'entrer en compétition sur les plus hautes technologies. On parle d'intelligence artificielle, on parle de conquête spatiale, on parle de véhicules autonomes, des choses comme ça. Elle n'a plus l'intention de rester en deuxième, sur le strapontin.
Et donc, ça cause beaucoup d'inquiétude chez nos dirigeants. Voilà. Et donc, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il y a eu un malentendu en fait en Occident. C'était pensé, ça a été dit dans les médias. On se rappelle de Bill Clinton, on se rappelle de George Bush quand ils ont fait rentrer la Chine dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce. Ils disaient c'est pour changer la Chine, c'est pour en faire une démocratie libérale. Il y avait même, je crois que c'était Clinton qui avait dit il n'y a pas un seul pays qui a réussi à accepter le capitalisme en laissant les idées du libéralisme à la frontière. Donc c'était l'objectif ouvertement énoncé de changer la Chine en fait une démocratie libérale en la faisant d'abord entrer dans l'économie mondiale. Sauf que la Chine a dit nous on va suivre un autre modèle, donc on va aller vers un développement interne. Et donc si la Chine cesse d'être cette usine pour le monde, ce qui n'est pas encore le cas, hein, mais ce qui est en disant, mais écoutez, c'est nous qui allons choisir ce que nous allons produire. La Chine va avoir besoin de ressources, de matières premières pour la manufacture de tous ces biens. Elle va avoir besoin de marchés, de débouchés pour tous ces produits. Donc l'idée, c'était de créer en fait un réseau à double sens vers les pays, vers le reste du monde qui est en sous-développement ou en développement, parce que elle se disait que la relation avec l'Occident n'allait être que temporaire et très probablement allait devenir concurrentielle. Donc, plutôt que de se retrouver à un horizon de 10 ans, et on se rend compte que si aujourd'hui la Chine n'avait pas développé les routes de la soie, dans le contexte actuel de sanctions, elle serait étranglée économiquement actuellement. Pas comme la Russie, mais presque. Or, en 2014, la Chine a lancé les nouvelles routes de la soie, et grâce à ça, elle peut irriguer en fait avec tout l'argent, tout le capital qu'elle a accumulé pendant les 40 ans de décollage économique. Elle peut irriguer les pays aux alentours d'elle qui ont besoin de développement. Et après, ça devient une pompe à double sens où on investit et on crée des marchés, on développe des marchés et on peut importer des matières premières. Et donc, comme ce système marche, alors il y a des ratés par-ci par-là. Évidemment, les ratés sont systématiquement repris dans les médias occidentaux, mais globalement, ça marche. Et donc, ça fait que la Chine va se retrouver comme étant vraiment le poumon de l'économie mondiale, même si l'Occident décide de se découpler ou de dérisquer. Et c'est ça qui fait énormément peur à von der Leyen et à l'administration Biden et Trump. Je vais dire un mot sur le projet d'initiative Ceinture et Route. Alors ça c'est une citation tirée du livre de Pierre-Antoine Plaquevent et d'Youssef Indy, Israël et la guerre mondiale des religions. Voici ce qu'ils en disent de ce projet. Je les cite, doté d'un budget de 800 à 1000 milliards de dollars, 5 à 6 fois le budget du plan Marshall, le projet BRI pourrait permettre à la Chine de réaliser le grand objectif du Parti communiste chinois, l'intégration économique du continent eurasiatique, d'une partie de l'Afrique et même de certains pays d'Amérique latine à l'horizon 2049, date anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Donc on voit que si ce projet arrive à concrétisation, effectivement, la Chine serait sa superpuissance économique ne serait plus discutable. Bien sûr, et quand on parle d'inversion accusatoire, comme vous disiez tout à l'heure, c'est parce que l'initiative Ceinture et Route, qui sont donc les nouvelles routes de la soie, ça a été mais dès le début, c'est-à-dire que elles venaient juste d'être créées, que déjà les médias occidentaux disaient c'est un piège de la dette. Et pourquoi est-ce que c'est une inversion accusatoire? C'est parce que le plan Marshall qui a été déroulé sur l'Europe après sa destruction de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un piège de la dette. C'était pensé comme ça. Et donc les gémons anglo-américains, quand ils voient que la Chine commence à investir dans ses voisins qui sont moins développés qu'elle, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est ils sont en train de faire un piège de la dette comme nous on l'a fait. Sauf que le système est très différent. Il est basé sur vraiment on va dire un partenariat win-win, comme on dit en français. Et donc, c'est quelque chose que les Anglo-Américains n'arrivent pas à imaginer parce qu'ils disent, il y a forcément une volonté hégémonique, il y a forcément une volonté de domination, parce que c'est comme ça que eux voient le monde. Et ils n'arrivent pas à concevoir que la Chine le voit de façon tout à fait différente et qu'elle elle peut se développer en aidant les autres à se développer, qu'elle ne voit pas. La Chine n'a pas peur du développement du Brésil, la Chine n'a pas peur du développement du Kazakhstan. Voilà.
Et on va y revenir aussi sur sa pensée philosophique, sur cette pensée philosophique qui accompagne finalement la superpuissance chinoise. On va y revenir à la fin. Alors, on a évoqué la propagande des médias occidentaux, la diabolisation de la Chine. Une diabolisation qui s'intensifie aussi lorsqu'il s'agit de traiter des conflits. Vous avez un peu tout à l'heure parlé du Tibet, de Hong Kong. On va parler aussi de Taïwan, mais avant tout des Ouïghours, de la minorité ouïghour et du discours qui a été servi, qui a été médiatisé. Alors, vous nous dites, je vous cite, les chancelleries et médias occidentaux dans cette guerre de l'information qu'ils mènent à la Chine ne s'embarrassent pas plus des faits qui viennent contredire leur narration fantaisiste. La population ouïghour du Xinjiang, vous me dites comment on prononce? Oui, bien, ouais. Qui serait victime de génocide est pourtant passé en 50 ans de 5,5 millions à 12,1 millions en 30 ans et son espérance de vie en moyenne de 30 à 72 ans. De plus, les Ouïghours furent exempts, au même titre que les autres minorités ethniques de Chine, de la politique de l'enfant unique à laquelle l'ethnie Han fut soumise pendant des décennies. Alors, exact. ouais. Alors, je rappelle juste que la Chine, elle compte 56 ethnies au sein du 56 ethnies différentes au sein du pays. L'ethnie Han, c'est celle qui est la plus majoritaire, puisqu'ils sont 92%, elle représente 92% de la population chinoise. C'est ça. Et ensuite, les 8% restants sont divisés entre les 55 autres minorités. C'est pour dire. Exact. Et alors les Ouïghours, effectivement, dont on entend régulièrement parler en France, parce que comme ça, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, il y a quelques agitateurs comme ça de plateau qui systématiquement reviennent avec un discours sur un soi-disant génocide de la population ouïghour en Chine. Alors comme je disais, la population a plus que doublé en 40 ans, je crois. Et puis effectivement de toujours présenter la Chine comme étant un gouvernement islamophobe, donc qui maltraite les musulmans chez elle. Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est l'absurdité de cette affirmation, puisque les Ouïghours ne sont pas le groupe musulman, l'ethnie musulmane principale en Chine. Il y en a d'autres. Il y a 10 groupes ethniques musulmans différents en Chine. Les Ouïghours n'en sont qu'un. Ils sont, en termes d'importance de la population, ils sont le deuxième. Et il y a un autre groupe qui est beaucoup plus important, qui s'appelle les Hui, et qui, eux, n'ont aucun problème avec le gouvernement chinois, pour la simple et bonne raison, c'est que l'espace, la géographie qu'ils occupent n'est pas il n'y a pas de contiguïté avec l'Afghanistan. Or, c'est le cas du Xinjiang, et c'est par là que depuis les années 70-80, mais il y a eu une accélération dans les années 90, la présence américaine dans la région, la formation des Moudjahidines, il faut se rappeler des Moudjahidines en Afghanistan, dans les années 70, avant que l'URSS ne rentre en Afghanistan. Ça aussi, c'est Brzezinski qui l'a avoué dans une interview. Il disait, mais la CIA était déjà en train d'entraîner les Moudjahidines en Afghanistan en 78. Donc, ces gens, donc 78, ensuite, continuer pendant toute cette période-là à entraîner, à encourager, en fait, une espèce de radicalisation religieuse dans la région. En plus de ça, un entraînement militaire et la possibilité de travailler avec toutes les bases américaines qu'il y avait dans la région avant le départ américain d'Afghanistan. Donc c'est cette contiguïté géographique avec l'Afghanistan qui a permis une radicalisation de certaines personnes, parce que c'est pas non plus tous les Ouïghours qui sont terroristes, c'est d'ailleurs une infime minorité. Et donc la Chine a dû là aussi, il faut voir dans les années 2000, je crois que c'était 2004 à 2013. Il y avait des attaques de Ouïghours dans toute la Chine, à Pékin, à Canton, à Shanghai, dans le Xinjiang évidemment. Il y a eu des imams qui ont été assassinés parce qu'ils étaient soi-disant trop modérés. Et donc la Chine a dû faire une opération de police antiterroriste et arrêter tout ce beau monde. Il y a eu évidemment des morts, des incarcérations. Et c'est à partir de là que le récit occidental a commencé à parler d'un génocide. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'était que c'était une continuité de ce qui était du génocide tibétain, qui lui aussi, depuis les années 80, on vous parlait d'un génocide tibétain qui, malgré toute
on va dire malgré tout le soutien de Hollywood, d'ONG dans tout le monde occidental, ça n'a jamais vraiment réussi à émouvoir qui que ce soit, parce que là aussi, on se rendait compte que la population du Tibet grandissait, que l'économie du Tibet croissait à plus de 2 chiffres, on a une croissance de plus de 2 chiffres tous les ans depuis 20 ans. Donc, c'était plus possible d'en parler comme ça, de parler du Tibet comme un endroit où il y aurait un génocide. Donc, ça a été déplacé sur le Xinjiang. Et puis là aussi, on se rend compte que ça n'est plus possible. Il y a eu l'ONU a envoyé la haute commissaire aux droits de l'homme, Madame Bachelet, qui était l'ancienne présidente du Chili. Elle était directrice de cette agence de l'ONU. Elle a fait une visite au Xinjiang. Elle a écrit un rapport qui a été retenu pendant 1 mois pour être corrigé par l'ONU. Et à la fin, Madame Bachelet a refusé de signer son propre rapport. Ce qui n'est jamais arrivé à l'ONU, qu'une personne refuse de signer son propre rapport. Évidemment, elle l'a refusé de le signer parce qu'il avait tellement été changé par rapport à ce qu'elle avait dit qu'elle a refusé d'être responsable pour ce torchon. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a eu énormément de délégations de pays musulmans, Arabie Saoudite, Malaisie, Indonésie, Pakistan, qui ont envoyé des délégations religieuses ou pas pour voir s'il y avait une maltraitance de musulmans en Chine. Et tous ont dit, on n'a pas vu ce dont les médias occidentaux parlent. Et évidemment, les analystes, les commentateurs de plateau qui sont payés par l'USAID, la NED, tout ça, enfin, on sait par qui ils sont payés, hein. Tout ça, ils ont tous dit, mais c'est parce que ces pays-là veulent faire du business avec la Chine, donc ils font semblant de pas voir le génocide sur les Ouïghours. Voilà. Donc on voit que vraiment ce narratif-là qui en France c'est Glucksmann qui est le porte-drapeau de ce truc-là, mais c'est en perte de vitesse parce que les faits sur le terrain montrent qu'il n'y a absolument pas de génocide, bien au contraire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça fait 2 ans qu'il n'y a plus besoin de visa pour aller en Chine, faire du tourisme et pour faire des affaires depuis 2 ans. C'est pas pour ça que les journalistes et puis les commentateurs vont au Xinjiang pour faire une enquête. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient l'excuse de dire j'accuse la Chine à distance parce que je me fais refuser mon visa ou mon visa n'a pas été renouvelé. Mais maintenant, il n'y a plus besoin de visa, mais ils vont plus enquêter au Xinjiang. Bon, voilà. Donc donc c'est le même narratif qui est sur le Tibet, qui est sur le Xinjiang, qui a eu également sur Taïwan, qui a également lieu sur Hong Kong. C'est systématiquement la diabolisation, souvent sans même prendre la peine de présenter des preuves valides, mais parce que tout simplement, en Occident, ça suffit à la plupart des lecteurs de journaux, des médias de masse, ça leur suffit de lire un article sur la Chine, c'est lointain, ça n'a pas vraiment rapport avec l'économie et puis avec le bien-être actuel dans notre pays. Donc les gens sont prêts à accepter le récit officiel. Et puis en fait, ça les dérange même si il y a quelqu'un comme moi qui vient leur dire non mais attendez, c'est pas du tout comme ça. Je suis pas le seul, hein. Il y a d'autres personnes qui ont écrit des très bons ouvrages en France. Il y a Maxime Vivas qui a fait un très bon bouquin sur le Xinjiang. Récemment, il y a un monsieur dont je n'ai pas encore lu les travaux, mais qui s'appelle Monsieur Pinto, qui a publié quelque chose, je crois que c'était sur le réseau international, qui a fait un très bon travail de recherche sur le Xinjiang. Mais globalement, les gens ne veulent pas entendre ça. Ils sont très contents de lire leur article dans Le Monde, Libération. Ça correspond à leur idée. Bon, la Chine, c'est lointain, c'est mystérieux, c'est probablement un peu bizarre. Et voilà. Et puis, si vous leur expliquez en détail, ça les intéresse plus. Voilà. Donc c'est un peu le travail, c'est un peu le sens de mon ouvrage. C'est pas de peindre un tableau idyllique de la Chine, mais c'est juste de dire aux gens, c'est pas ce qu'on nous raconte dans les médias. Et puis, même si vous m'écoutez pas moi, venez voir par vous-même, vous verrez que ça n'a souvent rien à voir avec ce que vous lisez dans les journaux. Et c'est un peu aussi notre rôle en tant que média aussi indépendant de montrer que le discours est tout autre comparé à ce qu'on nous sert effectivement dans les médias de masse, et on le voit de plus en plus sur tout un tas de sujets d'ailleurs, pas que sur la Chine, hein. On pourrait le dire sur la guerre en Ukraine, sur le conflit israélo-palestinien, sur la Révolution française. Voilà, en réalité, ça nous importe tous, je pense. C'est ce qui est perturbant, effectivement, parce que les gens ils ont compris qu'on leur a menti, effectivement. Alors, bon, les gens qui lisent un peu, ils se sont dit la Révolution française, c'est pas ce qu'on nous a dit. Pour revenir à une époque plus récente, le Covid, on sait qu'on nous a raconté n'importe quoi. L'Ukraine, on sait qu'on nous a raconté n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui fait penser aux gens qu'on nous a pas raconté n'importe quoi sur la Chine également? Voilà. Donc c'est juste, en fait,
l'idée c'est de présenter aux gens les faits sur place. Après, la Chine n'est pas exempte de critiques. Hein. On peut trouver effectivement de la pollution, on peut trouver. Et d'ailleurs, la Chine n'est pas un pays où la dissidence est interdite, contrairement à la France, par exemple. Mais il y a des mouvements sociaux en Chine tous les mois. Il y a énormément de tensions entre la population et certains gouvernements locaux. Mais c'est pas un pays où tout est rose et tout est idyllique. Mais c'est un pays qui a une croissance économique très rapide, qui a une population à gérer qui est énorme, qui donc forcément a tous les problèmes qu'on peut connaître en Europe, c'est puissance 10 en Chine. Et malgré ça, le gouvernement actuel et le Parti communiste arrivent à gérer sans faire ce qu'on nous dit dans les médias occidentaux de génocide ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est une gestion fine. Et comme je dis toujours, le Parti communiste, parce qu'il est un parti unique, il n'a qu'une route à suivre, c'est la route du succès. Parce que les Chinois se sont toujours rebellés dans leur histoire. Toutes les dynasties chinoises ont été renversées par des mouvements populaires, qui ont souvent été très violents. Les Chinois ne sont pas, comme on nous dit dans certains médias, des gens qui sont passifs, soumis, obéissants et des choses comme ça. Ça, c'est le cliché sur les Asiatiques en général, que même des ministres en France osaient dire dans les médias. C'est tout le contraire. Ce sont des gens qui sont capables de se rebeller, qui sont capables de se sacrifier pour la prochaine génération. Et le gouvernement chinois, sachant ça, n'a pas d'autre choix que de réussir et de proposer en fait une amélioration constante de la qualité de vie des Chinois. Et c'est pour ça que le Parti communiste on voit à 70 ans, a sorti plus d'1 milliard de personnes de l'extrême pauvreté. Il faut voir ce que c'était la Chine à la sortie de la guerre civile. C'était 800 millions de gens qui avaient du mal à se nourrir. La population a continué à croître, mais dans une pauvreté extrême. Et la pauvreté extrême en Chine n'a été éradiquée qu'en 2021. Et ça, c'est la raison, c'est le résultat en fait du travail du Parti communiste, qui n'a pas le choix, puisqu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parti d'opposition. On pourrait dire c'est eux qui nous empêchent de travailler, ou le président précédent qui m'a laissé le pays dans un état lamentable. Je vais avoir besoin de 4 ans de plus pour redresser le pays. Là, pour le Parti communiste, il n'y a pas cette excuse permanente de l'opposition ou du président précédent. Donc, la seule route, c'est continuer à améliorer la qualité de vie des Chinois et d'améliorer la position de la Chine sur l'échiquier mondial. Donc ça, c'est tout ce que j'explique dans mon ouvrage. Il faut vraiment arrêter de lire les journaux, parce que ça passe à côté de toute la profondeur en fait de ce qu'est la société chinoise. Alors, vous comprenez bien que dans notre pensée occidentale, qui dit parti unique dit forcément État totalitaire, dictature. Et du coup, moi, vous avez parlé tout à l'heure du Covid. Je me souviens de ces images que je voyais de Chine, de police chinoise qui entrait chez les habitants, qui les incarcérait, tous ces Chinois. On avait des vidéos sur les réseaux sociaux et tout. Alors, est-ce que ça c'est une réalité ou c'est encore de la propagande, c'est encore des fake news? Et puis ensuite, je poserai une question sur le crédit social aussi. Oui. Alors, pour parler rapidement du Covid, effectivement, il y a eu ce qui, d'un point de vue d'un occidental, est un abus. Effectivement, il y a eu des abus localisés en Chine. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu la ville de Shanghai qui a particulièrement souffert de cet épisode du Covid, parce que, en fait, il y a peu de gens qui le savent, mais la ville de Shanghai, en fait, a été victime d'une lutte de pouvoir à l'intérieur du Parti communiste. Faut voir que la personne qui était en charge du parti à Shanghai à l'époque était quelqu'un qui venait de Pékin et qui a donc été plutôt mal reçu par toute l'administration locale et tout le gouvernement local de Shanghai, tout simplement parce que c'est une personne qui n'était pas du cru. Donc il y a vraiment eu une lutte de pouvoir qui est allée loin, parce qu'il a fallu à un moment faire intervenir l'armée qui venait d'une province adjacente à Shanghai pour calmer les choses. Donc effectivement, il y a eu un dérapage total sur Shanghai. Après, c'est quelque chose dont le gouvernement chinois, le gouvernement chinois règle en interne.
Mais effectivement, il y a eu des abus parce que on a vu, c'est vrai que les gens ont passé 3 mois chez eux, quoi. Pas tous, mais il y a eu des endroits où les gens effectivement ont passé 3 mois chez eux. Voilà. Donc effectivement, c'est un pays, c'est pas une démocratie libérale, mais on n'a pas eu les autres scandales que nous avons eu nous en Occident sur tout ce qui est vaccin et compagnie, donc qu'on n'a toujours pas fini de régler. Voilà. En Chine, les vaccins étaient locaux. Il n'y a pas eu d'ARN messager, il n'y a pas eu de campagne forcée. Hein, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait vacciner. Alors pour le coup, en Chine, on pouvait vraiment parler de vaccins parce que c'était des vaccins. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait. Il n'y a pas eu de passe vaccinal, vous voulez dire. Il n'y a pas eu de passe vaccinal. Il n'y a pas eu de passe sanitaire, toutes ces choses-là. Exactement. Alors par contre, il y a eu des tests à répétition, parfois à une période qui était quotidienne. Voilà. Donc, mais bon, il faut vraiment voir ça dans un contexte, dans le contexte de la politique interne, où il y avait des luttes de pouvoir, qui n'ont pas toujours été expliquées. Et notamment, il y a des sociétés qui ont développé très rapidement des vaccins en Chine et qui ont été très rapidement mis sur le marché. Et là, il y a un gros point d'interrogation, parce qu'effectivement, c'est pas un pays, la Chine, où dans le domaine pharmaceutique, on peut sortir un produit comme ça qui peut devenir quasiment leader sur le marché en compétition avec des sociétés d'État. Là, il y avait forcément une connivence à un certain niveau qui a été réglée apparemment. Mais bon, je vais pas trop rentrer dans le détail. Mais voilà, donc des abus comme dans tous les pays, il y en a. De la corruption comme dans tous les pays, il y en a. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, pour revenir on va dire au macro politique, le fait d'avoir un parti unique en Chine, c'est vrai que en Occident, on équivaut ça à une dictature. Or, il faut quand même faire la différence entre une dictature et un régime autoritaire. Ce qui est le cas de la Chine. La Chine est un régime autoritaire, mais il y a de la démocratie en Chine. Je dis pas que la Chine est une démocratie, encore moins une démocratie libérale, c'est sûr que non. Mais la Chine elle-même se définit comme une démocratie constante. Parce que la définition des droits de l'homme est différente de celle dans les démocraties libérales, et parce que la façon de prendre des décisions est différente également de la démocratie libérale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection tous les 4 ans, où en fait on demande leur opinion aux gens en Occident une fois tous les 4 ans ou les 5 ans, en leur demandant, en fait, le seul moment de liberté, c'est le dixième de seconde où ils mettent leur bulletin dans l'urne, et puis après c'est fini. Une fois que celui qui a été élu, il est indéboulonnable jusqu'à la fin de son mandat, quoi qu'il fasse. Voilà. Ça se passe pas comme ça en Chine. En Chine, il y a des premiers ministres qui sont sortis. Il y a des maires, des grands fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont arrêtés, condamnés, exécutés. Hein. Ça va très loin en Chine. On peut avoir un scandale alimentaire en Chine où on se retrouve avec le directeur d'une entreprise et puis le chef de gouvernement local qui sont tous les deux exécutés. Voilà, bon, ça fait peur, mais on voit que le gouvernement, justement, a à cœur de punir les coupables. C'est ce qu'on n'a pas, nous, chez nous. Les coupables, ils perdent leur poste dans le pire des cas. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, voilà, effectivement, il y a cette espèce de confusion en Occident sur, dès qu'on entend parler de la Chine avec un parti communiste, les gens pensent à Staline, à Pol Pot, à des massacres de population, à un irrespect pour la vie, ce qui n'est pas du tout le cas de la Chine. Et c'est là que j'invite vraiment les gens à venir sur place, c'est que d'aller vivre en Chine, on se rend compte que la population n'est pas captive, que la population n'est pas apeurée, la population n'est pas soumise. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Donc il y a les clichés qui sont difficiles à combattre, hein, parce que effectivement l'ancrage sur le stalinisme, Pol Pot, dont on nous parle encore régulièrement, ça fait que on équivaut le communisme en Chine à ce communisme-là. Or, la Chine, comme je le disais tout à l'heure, c'est une économie socialiste de marché à caractéristiques chinoises, et c'est très éloigné du communisme qu'on a connu dans des pays comme la Russie ou certains pays asiatiques. C'est le sujet d'un prochain bouquin où je rentrerai dans le détail justement pour vraiment expliquer aux gens que ça intéresse en France que le Parti communiste chinois, il y a des éléments de démocratie en Chine. Le processus décisionnel, certes, va du haut vers le bas, mais ensuite il y a le retour du bas vers le haut, et souvent des lois, des politiques publiques
euh, sont changées ou carrément annulées si on voit qu'au niveau local, elles ont beaucoup d'effets pervers. Voilà. Donc il faut connaître en détail la Chine pour avant d'en parler. Le réflexe pavlovien de dire c'est un pays communiste donc je n'aime pas, ça permet pas d'entrer dans une conversation. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en discute avec vous d'ailleurs. Et donc alors cette histoire de crédit social, c'est un cliché également? Oui, alors là on est dans le délire total. Alors effectivement en Chine, comme je l'expliquais dans un chapitre de mon livre, dans sa nouvelle version, il y a effectivement des initiatives de crédit social en Chine, qui sont des initiatives qui vont être des sociétés privées. Ça peut être des administrations qui vont demander à leurs employés de télécharger une application pour voir l'absentéisme, poser des vacances, les horaires de travail, la promotion interne, les ressources humaines qui vont travailler, qui vont aller faire évoluer les employés en interne avec cette application-là. Donc ça s'apparente au crédit social parce que là effectivement la société ou l'administration en question va tout savoir sur ses employés, voilà. Mais les images où on nous montre des gens qui traversent la rue avec des flèches et des carrés rouges avec le nom de la personne, ça c'est du délire total. C'est des caméras de circulation, voilà. C'est pas des outils où on retrouve la personne et on a tout son CV et son historique et son casier judiciaire qui apparaît. Là, c'est le délire total et c'est même le contraire. C'est-à-dire que la Chine, le gouvernement chinois, à un moment, a effectivement essayé de développer un outil de contrôle, en fait, de l'administration pour lutter contre la corruption et des choses comme ça. Il a commencé à travailler sur des outils dans un partenariat public-privé avec des sociétés comme Tencent, Alibaba, pour développer des outils, justement, de crédit social. Et en fait, s'est rendu compte qu'il y avait énormément de conflits d'intérêts, en fait, pour des sociétés privées qui vont faire des caméras, des logiciels et des choses comme ça, s'ils travaillaient avec le gouvernement. Et donc, ça a été annulé publiquement. Le gouvernement chinois a annulé ce partenariat public-privé pour monter un crédit social au niveau national. Donc, il y a des initiatives privées, il y a des initiatives locales, mais il y a absolument rien d'intégré. Et c'est, je dirais, même moins, on va dire, intrusif que ce qu'on a, nous, en Europe et en Occident, où on a les boîtes d'assurance qui vont prendre vos données et puis qui vont décider du prix de votre police d'assurance basée sur vos habitudes alimentaires, vos habitudes sportives et des choses comme ça. Ça se fait en Occident. Alors au départ, les sociétés d'assurance vous donnent un rabais en disant si vous avez une application de sport sur votre téléphone, ça veut dire que vous êtes en bonne santé, donc on vous donne 10% de rabais sur votre police d'assurance. Sauf que rapidement, ça peut être transformé en malus. Et bien, si vous ne faites pas de sport, vous allez payer plus cher. Si vous allez tout le temps dans les fast-foods, vous allez payer plus cher. Les casiers de fichiers judiciaires en France, on a vu des scandales avec l'administration, des hauts fonctionnaires qui allaient les consulter de façon tout à fait illégale pour des raisons personnelles. Ça, c'est le crédit social en Occident, il est partout, au niveau de la carte de crédit, au niveau des administrations, au niveau de la santé. On voit ce qui se passe avec Amélie en France, cette espèce d'intégration d'un pass sanitaire avec un pass santé, avec les données de santé. C'est beaucoup plus, on va dire, intrusif et beaucoup plus présent en Occident qu'en Chine. Mais comme toujours, pour faire passer la pilule, on essaie de décrire une contrée lointaine où c'est encore bien pire. Voilà. Ben, en Chine, moi, j'ai retrouvé justement un reportage de France 24 sur le crédit social. Alors, c'était dans une ville chinoise en test, hein, et il montrait d'ailleurs un journaliste qui avait perdu tous ses points et qui n'avait plus accès à ses comptes bancaires. Bon, voilà, c'était vraiment dans l'excès. Et c'est vrai que vous faites ce comparatif dans votre livre entre le contrôle donc chinois et le contrôle occidental. Je vais vous ajouter une information que j'ai vue hier. C'est qu'on veut nous imposer. Alors, c'est en pourparlers, ça va être présenté à l'Assemblée nationale par le groupe des écolos, la sécurité sociale de l'alimentation. Le principe, c'est de créditer 150 €
par ménage, je pense, par famille. Bon, en tout cas, 150 € par mois pour aller faire ses courses. Et donc, faire ses courses de manière éthique, de manière, voilà, pour faire attention à ce qu'on mange, pour éviter la malbouffe, donc, il y aurait, en fait, une première expérimentation à échelle locale. En tout cas, ça va être discuté à l'Assemblée nationale par le groupe des écologistes. Voilà, on est dans le crédit social un peu là. Premier mois, c'est le premier pas vers les coupons alimentaires. Voilà. Mais pour revenir rapidement au reportage que vous avez mentionné sur France 24, je sais tout à fait duquel vous parlez et le journaliste en question. Et il a été, comme on dit, débunké publiquement sur YouTube par des Chinois qui lui ont dit mais en fait les applications dont vous parlez, vous mentez en fait, ce ne sont pas des applications gouvernementales de crédit social. En fait, c'était le journaliste qui montrait son épouse qui consultait son téléphone et consultait une application justement d'une société d'assurance. Et en fait, c'était un crédit sur le bon remboursement et le paiement à temps de tout ce qui est police d'assurance et remboursement de crédit. Et donc effectivement, en interne pour les clients de cette société d'assurance et de cette banque, il y a une application qui vous dit si vous remboursez bien, si vous remboursez à temps, vous avez des crédits qui donnent accès à des rabais, des choses comme ça. Et si vous payez mal, effectivement vous avez un malus. Mais en fait, c'était l'utilisation d'une application d'une banque privée qui a été en fait, ils ont menti aux téléspectateurs en disant c'est gouvernemental et on peut tomber à zéro et on sait pas ce qui se passe et on sait pas est-ce qu'on va être interdit de prendre l'avion ou être interdit de prendre le train. Voilà. C'était une manipulation grossière. Il y a des Chinois qui en français lui ont dit l'application en question qu'on voit sur l'écran de votre reportage, c'est faux, vous mentez. Il n'y a jamais eu de réponse, il n'y a jamais eu de mea culpa, il n'y a jamais eu de correction. Voilà. Et effectivement, je vois souvent quand je passe un temps, je parle souvent de ce reportage en disant mais quand même c'est exagéré en Chine, alors que c'est un mensonge éhonté et assez simple en plus. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne compte plus les mensonges émis par les médias de masse, français et autres. Bon, c'était une parenthèse. On va parler de Taïwan parce que Taïwan c'est très important. Les enjeux sont colossaux de manière géopolitique, géostratégique. Il y a un risque de conflit majeur, voire peut-être une guerre. Quelle est la position de Beijing, de Pékin, et qu'est-ce qui pourrait mettre le feu aux poudres? Alors la position de Pékin elle est très simple. C'est Taïwan fait partie de la Chine. C'est une province qui a été arrachée à la Chine suite à la Deuxième Guerre mondiale. Alors comme je l'explique dans mon ouvrage, effectivement il y a un point d'interrogation sur Taïwan parce que en fait comme je disais au début de cette émission, le Japon a envahi toute l'Asie entre les années 30, entre 1931 et 1945. Commencé par la Chine et ensuite ils ont même avant, puisqu'ils ont le Japon a envahi Taïwan en 1895. Donc ils ont pris le Taïwan était une province, même plus une colonie, c'était intégré dans le territoire japonais, c'était une province japonaise de 1895 à 1945. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon était du côté des perdants, les traités internationaux, notamment en 1952 le traité de San Francisco, a réattribué en fait tous les territoires qui avaient été occupés par le Japon à des puissances étrangères, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, la France, le Portugal, l'Angleterre avaient des colonies dans la région. Ces colonies avaient été envahies par le Japon, et donc les traités internationaux ont restitué toutes ces colonies à la puissance qui les occupait avant. Donc, Hong Kong est retourné à l'Angleterre, Macao et le Timor oriental sont retournés au Portugal, l'Indochine est retournée à la France, mais Taïwan, le traité a dit, ça n'est plus administré par le Japon, mais sans dire à qui ça retournait. Donc, en 1945, on se retrouve dans une situation où Taïwan n'est plus rattaché à la Chine, mais ne fait plus partie du Japon. Donc, il y a une espèce de flou artistique qui a d'ailleurs été en 1952 confirmé par le traité de San Francisco, qui disait justement, on ne dit pas, et on fait exprès de ne pas dire à qui ça appartient, parce que Kissinger et Dulles disaient, on entretient une ambiguïté constructive. En fait, ça permet en fait de garder ce caillou dans la chaussure de la Chine ad vitam aeternam, en ne jamais
en admettant jamais que Taïwan fait partie de la Chine. Voilà. Donc, d'un point de vue chinois, c'est une province qui a été arrachée, qui doit de toute façon un jour ou l'autre retourner à la mère patrie, comme ils disent. Après, il faut voir qu'effectivement, sur le terrain, Taïwan a été arraché à la Chine et a été sous influence d'abord japonaise et ensuite sous influence américaine depuis. Donc Taïwan, effectivement, s'est développé de façon différente de la Chine, toujours de façon très conjointe avec la Chine, parce que toute la richesse de Taïwan vient de son commerce avec la Chine. Mais effectivement, il y a eu, il y a une séparation entre frères, puisque c'est des gens qui sont des deux côtés, ethniquement chinois, ils parlent tous chinois, ils mangent tous chinois, il y a les mêmes cours à l'école, et il faut voir que même les revendications territoriales en mer de Chine du Sud, qu'elles soient de Taïwan ou de la Chine, sont les mêmes. Parfois même Taïwan revendique plus d'îlots que la Chine. Voilà. Donc, c'est vraiment, on voit vraiment la tentative d'arracher un État, mais c'est la même chose qui a été faite entre le Pakistan et l'Inde, c'est la même chose qui a été faite en Palestine avec Israël, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'hégémon anglo-américain doit quitter un territoire qu'il occupait, il crée toujours à la dernière minute une entité qui l'arrache comme ça au territoire en question, et puis une entité à qui il explique que vous êtes différent, vous êtes supérieur, et voilà. Donc ça crée un conflit permanent dans lequel justement l'hégémon anglo-américain peut perpétuellement revenir pour jouer l'arbitre et pour tirer des bénéfices, pour ses propres bénéfices. Donc c'est ce qui s'est passé avec Taïwan. Et à partir des années 2000, il y a eu un mouvement initié là aussi par la NED, l'USL et tout ça, de création ex nihilo d'une identité taïwanaise. Parce qu'ils se sont bien rendus compte que il était impossible d'expliquer au monde entier que Taïwan n'était pas chinois, vu que en fait ils avaient même Chiang Kai-shek pendant des décennies avait l'ambition de reconquérir la Chine et de vaincre le Parti communiste. Donc des deux côtés, tout le monde disait il y a une seule Chine, il n'y a pas de raison de nous séparer. Et donc à partir des années 2000, il y a eu une tentative complètement artificielle de créer une identité taïwanaise en expliquant ce qu'ils ont fait, c'est d'agglomérer tout ce qui n'est pas chinois à Taïwan en disant mais on a des aborigènes qui sont proto-mélanésiens, qui ne sont pas chinois, mais c'est 3% de la population à Taïwan. Mais voilà, ils s'appuient là-dessus en disant nous sommes différents des Chinois, donc nous ne faisons pas partie de la Chine. C'est complètement artificiel, mais avec, on va dire, le bourrage de crâne, la propagande médiatique, là aussi soutenue par les États-Unis, il y a une partie de la population, de la jeunesse, malheureusement, qui a commencé à croire à ce récit de différence en fait entre la Chine et Taïwan. Et donc ça fait que il y a un parti indépendantiste qui est arrivé au pouvoir en 2000, de 2000 à 2008, et qui est revenu au pouvoir en 2016 jusqu'à présent, parce qu'il y a un nouveau président qui a été élu, lui aussi fait partie de ce parti. Et donc pour vraiment résumer, parce que c'est très compliqué c'est une question qui est longue, qui est sur 70 ans, pour synthétiser, est-ce qu'il y a un risque de conflit? Oui et non. Dans le sens où oui, parce que effectivement, s'il y a une déclaration d'indépendance, si le gouvernement actuel déclarait l'indépendance, la Chine interviendrait. Pas forcément militairement, mais peut-être par un blocus naval qui empêcherait toute activité économique, et donc rapidement derrière une discussion à la table des négociations. Mais il faut voir que la Chine n'a pas menacé militairement Taïwan. Elle a juste dit il doit y avoir une réunification à terme. Ça peut se faire dans des conditions très souples, mais la question ne peut se régler que s'il n'y a pas d'interférence étrangère. Or, c'est exactement ce qu'essayent de faire les États-Unis, c'est de perturber le statu quo. Le statu quo, dernier point, c'est si on regarde les sondages à Taïwan qui sont faits sur la question réunification, statu quo ou indépendance, depuis 1994, chaque année, 90% des Taïwanais répondent statu quo. C'est ce que les gens. Ils veulent continuer à prospérer économiquement, ils veulent continuer à vivre, à pouvoir aller en Chine, travailler en Chine. Et d'ailleurs, il faut voir qu'il y a des millions de Taïwanais qui sont en Chine, qui sont mariés à des Chinoises, les enfants font leurs études dans les deux endroits. C'est ça que les gens veulent continuer. Ils n'ont pas envie de décider sur une indépendance officielle ou une réunification officielle. Voilà. Et c'est exactement ce qu'essaie de perturber l'hégémon anglo-américain, de pousser à la décision qui forcément va créer un conflit. Ce conflit, et ça il faut bien savoir, même si les États-Unis perdaient un conflit sur la question taïwanaise avec la Chine, ça serait un énorme succès en fait parce que ça créerait
une vraie blessure entre les Taïwanais et les Chinois, qu'il n'y a pas pour l'instant. Il n'y a pas de haine particulière entre les Taïwanais et les Chinois. Ils connaissent tous la différence politique qu'il y a, mais ça reste tous des cousins. Et exactement ce qu'essayent de faire les États-Unis, c'est ce qu'ils ont réussi à faire en Ukraine, c'est-à-dire de faire croire aux Ukrainiens que les Russes sont leurs ennemis et pas des gens avec qui éventuellement ils ne s'entendent pas. Voilà. Donc c'est vraiment le même schéma qui est utilisé partout. Sur la question taïwanaise, il faut voir que ce sera difficile de diaboliser la Chine là-dessus parce que n'importe qui est allé à Taïwan a très bien vu que tout le monde est chinois, on parle chinois, on mange chinois, on travaille en Chine, on travaille avec la Chine. Donc on peut pas diaboliser la Chine en disant la Chine va envahir Taïwan. On peut pas s'auto-envahir. La question, c'est plutôt sur des pays comme les Philippines, des pays comme la Mongolie, des pays comme la Corée du Sud, qui là aussi sont instrumentalisés par les États-Unis et qui, s'il y avait, on va dire, une opération militaire ou quelque chose de vraiment très télégénique, là, ça pourrait être utilisé en Occident comme un exemple de regarder la Chine puissance expansionniste et puissance revancharde. Là, on a vu ce qui s'est passé en Corée du Sud, d'ailleurs. Exactement. On va terminer. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que, excusez-moi juste une seconde, justement, la Corée du Sud, ce qui s'est passé avec la loi martiale, ça pourrait être répliqué à Taïwan. C'est parce que justement, tout est mis en place actuellement au niveau de la Cour constitutionnelle de Taïwan, qui en fait empêche le Parlement d'avoir un droit de regard sur ce que fait le gouvernement, les services de renseignement et l'armée. Or, si le palais présidentiel taïwanais décidait d'une loi martiale pour déclarer l'indépendance, dans l'état actuel des choses, le Parlement taïwanais ne pourrait plus rien faire parce qu'il a les mains liées par la Cour constitutionnelle. Voilà. C'est une petite parenthèse, je rentre pas dans les détails. J'ai fait une émission là-dessus sur ma chaîne, mais c'est vraiment un danger pour 2025. Il pourrait y avoir une déclaration de loi martiale à Taïwan pour faire place rase et déclarer l'indépendance. On va terminer par un aspect que l'on connaît moins de la Chine et sur lequel repose toute sa doctrine, c'est la pensée confucéenne. Vous l'avez rapidement évoqué en tout début, mais alors la pensée confucéenne, elle est basée sur l'éthique, la moralité, la famille, les traditions, une société capable de se passer des lois pour atteindre l'harmonie sociale. Dites-nous comment la Chine utilise donc cette pensée philosophique pour atteindre cette superpuissance à tous les niveaux. Alors là, sujet très large également. Je vais essayer d'être bref. Dans le confucianisme, il y a beaucoup de principes, de préceptes dans le confucianisme. Il y en a un qui est la voie médiane. Et la voie médiane, qu'est-ce que c'est? C'est aussi bien au niveau individuel qu'au niveau d'un souverain, d'un État. Il faut se maintenir à équidistance en fait des extrêmes dans toute décision, dans toute négociation, dans toute position. Il faut se maintenir à équidistance des extrêmes pour ne pas avoir de langage excessivement agressif, ne pas avoir de position excessivement monopolistique. C'est des choses comme ça. C'est pour ça qu'on voit que c'est quelque chose qui fait très peur à l'hégémon anglo-américain parce que le win-win n'existe pas dans l'hégémon anglo-américain. C'est un élément de langage qui est fait pour endormir la personne avec qui on négocie. Mais on voit très bien que c'est winner takes all. Aux États-Unis, c'est celui qui gagne qui ramasse la mise. En Chine, aussi bien dans les affaires que dans les relations internationales, on ne fait pas comme ça parce qu'on met l'autre dans une position d'humiliation et de faiblesse qui ne peut que déboucher sur de la violence. Alors que laisser une porte de sortie honorable, laisser une partie du profit à l'autre, même si c'est une partie, on va dire, inférieure du profit, mais c'est quelque chose qui permet justement d'entretenir une relation à long terme sans sans pousser l'autre à avoir la violence. Donc ça, c'est un principe qu'on voit tous les jours dans les relations interpersonnelles en Chine, mais également dans la politique diplomatique de la Chine, où on voit que c'est ça qui lui a permis de devenir le nouveau médiateur en chef entre des acteurs dont on n'imaginait pas qu'ils puissent se reparler. On pense notamment à l'Iran et l'Arabie Saoudite qui se sont réconciliés grâce à la Chine. On pense également à un conflit beaucoup plus proche de la Chine entre le gouvernement birman et les rebelles. Ça faisait des années qu'ils se battaient sans aucune perspective de
pouvoir se réconcilier. C'est là encore, c'est la Chine qui, il y a quelques semaines, a réussi à leur faire signer un cessez-le-feu et un accord de paix. Donc on voit vraiment que aussi bien sur des petits conflits que sur des grands, la Chine arrive à petit à petit, on va dire, diffuser sa voix, enfin le principe de sa voix médiane, qui est extrêmement, on va dire, attirant pour le reste du monde. C'est-à-dire que là, évidemment, l'Occident ricane quand il entend parler de ce précepteur, disant oui, c'est bisounours, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas assez réaliste. Mais le reste du monde se dit mais nous, ça nous convient parfaitement ça. Parce que plutôt que d'être du mauvais côté du manche à chaque fois qu'on négocie avec l'hégémon anglo-américain, où on doit accepter de mettre en place un régime qui va être pro-américain, on va être obligé de faire une gay pride, on va être obligé de faire d'accepter les ONG sur notre territoire. Toute cette espèce de pression qui est mise sur les pays en développement, toutes ces conditions qui sont mises, la Chine ne met pas ces conditions-là. La Chine dit c'est chacun, comme je disais quand j'expliquais tout à l'heure le modèle de développement chinois, il est proposé aux autres États, mais la Chine dit c'est à vous de trouver votre propre modèle de développement. On peut vous aider, on peut faire du commerce avec vous pour vous faire développer économiquement, mais après les fruits de ce développement économique, c'est à vous de voir comment vous allez le transformer en profit pour la population. Voilà. Donc là, vraiment le concept de la voie médiane, j'entre vraiment dans le détail dans mon ouvrage. C'est quelque chose qu'il faut avoir. Voilà, il faut le garder à l'esprit parce que c'est vraiment la différence fondamentale entre l'esprit anglo-saxon et l'esprit chinois. Et c'est vraiment ça qui est en train de clasher en fait, vraiment au plus haut niveau jusqu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein. On voit que la Chine essaye d'ouvrir cette institution qui est vraiment occidentale. Hein, à part la Chine, c'est que des occidentaux. Mais la Chine essaye d'ouvrir ça à des pays développés, en développement, en disant mais le fait de baser le membership du Conseil de sécurité uniquement sur le fait qu'on possède une arme nucléaire, d'abord c'est plus à jour parce qu'il y a d'autres puissances nucléaires, avouées ou pas, et puis deuxièmement, il y a pas de raison que ce soit la possibilité de violence qui décide qui a droit à la parole finale sur l'échiquier mondial. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier et ça permet de mieux comprendre les relations internationales. Merci beaucoup, Laurent Michelon. Vraiment, merci pour toute cette analyse, votre expertise. Et puis, ceux qui ont envie d'en savoir plus, parce que là, on a vraiment effleuré le sujet, si je puis dire, eh bien, procurez-vous votre livre, Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente contre l'hégémon isolé. Merci beaucoup, hein, vraiment. Merci beaucoup, Kate. C'était un plaisir. Et mais écoutez, peut-être une prochaine fois sur un sujet plus pointu si vos auditeurs le désirent, avec grand plaisir. Eh ben, avec plaisir également, avec plaisir. Ben, je vous dis à bientôt et je dis à bientôt à tous les spectateurs. Merci. Merci.